Il a dit la phrase en attachant sa montre, comme on ferme une boucle. Sans me regarder vraiment. Il a dit qu'il partait. Comme chaque semaine. Il a dit que je n'avais pas besoin de savoir où. Il a dit que c'était mieux ainsi. Et puis il a ajouté, avec ce ton calme qui donne l'impression que l'on doit remercier, plutôt que questionner, « Tu compliques toujours tout quand tu poses des questions. » Cette phrase m'a coupé le souffle. Pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle a révélé, d'un coup, tout ce que je n'avais pas voulu voir. J'étais debout dans l'entrée, un torchon à la main, les doigts encore humides de vaisselle. Lui, déjà en manteau, le sac posé près de la porte, prêt à disparaître, comme on se retire d'une scène qu'on connaît par cœur. Je l'ai regardé. J'ai voulu parler. Il a levé la main, doucement, comme pour interrompre une enfant trop insistante. Je ne t'explique pas pour te protéger de toi-même, a il murmuré. Et il a souri. Ce sourire-là, je le connaissais. Poli, rassurant, fermé. J'ai senti l'humiliation monter d'un cran. Une humiliation feutrée, propre, sans violence apparente, celle qui se dépose dans le corps et vous laisse ensuite le sentiment d'être trop, de demander trop. Comme si la simple demande de vérité était une faute. Comme si, à force d'années, la transparence était devenue une faveur. Il a attrapé ses clés. Le trousseau a tinté, ce bruit simple qui, d'habitude, signifie juste une sortie. Ce soir-là, ce tintement a pris la couleur d'une frontière. Il y avait un monde où il allait, et un monde où je restais. Et ce monde-là, il ne me le décrivait jamais. Il me l'imposait par son silence. J'ai murmuré. « Tu reviens quand ?» Il a répondu. « Comme d'habitude. » Comme d'habitude. Cette formule avait toujours été sa meilleure arme. Elle effaçait la question, l'aplanissait, la rendait ridicule. Comme si le temps, à lui seul, suffisait à justifier l'absence. Comme si l'habitude avait valeur de contrat. La porte s'est refermée. Je suis restée immobile. Quelques secondes, le torchon encore dans la main, comme si mon corps refusait de suivre. Puis j'ai entendu mes propres pas dans le couloir. J'ai traversé la cuisine. Les assiettes étaient rangées, la table essuyée, la maison prête pour un dîner qui n'aurait pas lieu. Tout était en ordre, sauf moi. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était même pas la 10e. C'était une répétition, une mécanique. Chaque semaine, il disparaissait. Un jour entier, parfois 2. Il disait qu'il avait besoin d'air, qu'il était fatigué, qu'il ne supportait pas l'agitation, qu'il allait marcher, se reposer, respirer. Et moi, j'avais appris à ne pas poser de questions. J'avais appris à appeler cela la confiance. Mais ce soir, Allah, sa phrase « Tu compliques toujours tout » a changé quelque chose. Elle a déplacé l'axe. Ce n'était plus une absence à supporter. C'était un mépris. L'idée que ma curiosité, mon besoin de comprendre, était une gêne. Une nuisance. Une faute. Je me suis assise. J'ai regardé mon téléphone. J'ai hésité à envoyer un message, puis je me suis retenue comme je l'avais toujours fait. Je ne voulais pas être la femme qui harcèle. Je ne voulais pas être celle qui accuse. Je voulais être digne. Et pendant des années, cette dignité-là avait été mon refuge. Je me rends compte aujourd'hui qu'elle avait aussi été ma prison. Je me suis mise à repenser à nos débuts, à cet homme solide, calme, presque rassurant, qui m'avait dit qu'il aimait l'ordre, qu'il avait besoin de silence pour fonctionner. J'avais trouvé cela mature. J'avais confondu son contrôle avec de la stabilité, et quand ses premières absences avaient commencé, j'avais accepté. D'abord parce que je voulais respecter son espace. Ensuite, parce que je ne voulais pas ouvrir une brèche dans ce que je croyais être notre équilibre. Les enfants, à l'époque, ne posaient pas de questions. Ils s'habituaient à son rythme. Moi aussi. Je faisais tourner la maison. Je réglais les rendez-vous, les repas, les imprévus. Lui revenait reposé, souriant, presque reconnaissant. Et je me sentais, malgré moi, coupable d'avoir parfois douté. Je me disais, tu vois, il a besoin de ça. C'est son tempérament. Ne sois pas injuste. Cette pensée revenait chaque semaine comme une berceuse. Elle m'endormait. Elle m'évitait de regarder en face une évidence simple. Un couple ne se construit pas sur des zones interdites. Plus tard, quand je demandais un détail, « Où étais-tu ? Avec qui ?» il répondait par une plaisanterie, par une phrase vague, par un soupir. Et je reculais.
Je choisissais le calme plutôt que l'affrontement. Je croyais sauver l'amour. En réalité, je sauvais sa liberté à lui de disparaître sans rendre de compte. Ce soir-là, pourtant, la solitude avait un goût différent. Elle était plus nette, plus tranchante. Je ne me sentais pas seulement seule physiquement, je me sentais tenue à l'écart, comme si mon mari possédait une autre vie, organisée, régulière, et que la mienne devait s'adapter à ses trous. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à notre chambre. Le lit était fait. Les draps étaient lisses. Son oreiller, intact. J'ai posé la main dessus, et j'ai eu un frisson. Pas de jalousie, de lucidité. Cette absence hebdomadaire n'était pas une simple respiration. C'était une habitude installée comme un droit. Et un droit, quand il n'est jamais questionné, devient une domination. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement compris, pour la première fois, que je ne savais pas où allait l'homme avec qui je partageais ma vie. Et que cette ignorance n'était pas un hasard, mais un choix. Ce soir, dans le silence de la maison, j'ai senti un déclic intérieur. Pas encore une décision. Pas encore une action, mais une certitude, irrévocable. Je ne pouvais plus continuer à appeler confiance ce qui ressemblait trop à une exclusion. Et je ne le savais pas encore, mais ce déclic allait m'emmener vers une vérité que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Les jours qui ont suivi ont repris leur cours, en apparence inchangés. Il est revenu, comme toujours, à l'heure prévue, avec ce visage reposé que je connaissais trop bien. Il a posé son sac, embrassé les enfants, demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Sa voix était normale. Trop normale. Comme si son absence n'avait laissé aucune trace, ni dans la maison, ni dans les corps. Mais je l'ai observé autrement. Non plus comme une épouse qui attend, mais comme une femme qui commence à regarder sans filtre. Sa façon de se mouvoir, sûre, réglée. Son regard, qui évitait certains angles. Ses réponses rapides, jamais inutiles, toujours fermées. Je comprenais soudain que son calme n'était pas une absence de tension, mais une maîtrise parfaite. Je me suis demandé depuis quand cette organisation existait, depuis quand ces disparitions étaient devenues régulières, presque ritualisées. J'ai remonté le fil. Au début, il s'agissait de week-ends occasionnels. Il parlait de fatigue, de surcharge, de besoin de se retrouver. J'avais accepté. J'étais jeune encore, soucieuse de ne pas étouffer l'homme que j'aimais. Puis c'était devenu mensuel, puis hebdomadaire, sans discussion, sans négociation, comme une évidence installée progressivement. Je revoyais les phrases que j'avais moi à même prononcer. Laisse à le respirer. Il a besoin de solitude. Tu sais comment il est. Ces mots, je les avais répétés aux enfants, à mes proches, à moi à même. Misson. J'avais construit autour de ces absences un discours rassurant, presque protecteur. Je réalisais maintenant que je l'avais fait pour ne pas affronter une question trop dérangeante. Pourquoi un homme marié, père de famille, disparaît à il si régulièrement, sans jamais rendre de compte? Je n'avais jamais exigé. Je n'avais jamais posé de cadre. J'avais cru que l'amour suffisait, que la fidélité ne se mesurait pas en explications. Aujourd'hui, je voyais la faille dans ce raisonnement. La confiance n'exclut pas la transparence. Elle la suppose. Je me suis mise à écouter différemment. Quand il parlait de son travail, de ses projets, je notais mentalement les incohérences légères, des lieux cités, sans précision, des noms jamais répétés, des horaires flous. Rien de suffisamment clair pour accuser, mais trop flou pour être innocent. Je n'avais jamais prêté attention à ces détails. Je les mettais sur le compte de la fatigue. Je comprenais maintenant que le flou était une stratégie. Je me suis aussi observée moi-même. Ma façon d'éviter certains sujets, de détourner la conversation quand elle devenait trop précise. J'avais appris, inconsciemment, à ne pas poser les questions qui n'auraient pas de réponse. Cette autocensure m'avait protégée un temps. Elle m'avait aussi enfermée. Les enfants, devenus adultes, n'étaient pas dupes. Ils ne disaient rien, mais je voyais dans leur regard une forme de résignation. Papa a toujours été comme ça. Cette phrase me glaçait. Elle signifiait que l'anormal était devenu la norme, que son absence faisait partie de l'équilibre familial, et que moi, par mon silence, j'avais contribué à cette normalisation. Un soir, seule dans la cuisine,
J'ai ouvert un vieux tiroir. Celui où l'on garde les papiers inutiles, les factures anciennes, les carnets périmés. J'y ai trouvé un agenda, jauni, qui n'était pas le mien. Je l'avais oublié. Je l'ai feuilleté sans intention particulière. Certaines pages étaient vides. D'autres contenaient des annotations brèves, codées presque. Des initiales, des lieux. Toujours les mêmes jours, les jours de ces disparitions. Les comptes RL, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai refermé l'agenda. Je l'ai rouvert. J'ai comparé les dates. Une sensation étrange m'a traversée. Pas encore la peur, plutôt une intuition froide. Quelque chose existait en parallèle. Quelque chose de régulier, de structuré, que je n'avais jamais été invitée à connaître. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. Pas encore. Je savais que la vérité ne se dévoile pas sous la pression immédiate. Elle se prépare, elle se confirme, elle exige du temps et une distance nouvelle. Je me suis couchée ce soir-là avec une sensation inconnue. Pas la jalousie, pas la colère, une vigilance. Comme si, après des années à dormir, une partie de moi s'était enfin réveillée. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'observation. Je comprenais que ces disparitions n'étaient pas des absences improvisées. Elles avaient une logique, une régularité, une nécessité pour lui. Et cette nécessité-là avait été construite sur mon ignorance. Je n'avais pas encore les preuves. Je n'avais pas encore les mots. Mais je savais désormais une chose. Ce qui m'avait été présenté, comme un besoin personnel, était peut-être le pilier d'une autre vie. Et cette pensée, silencieuse mais insistante, commençait à fissurer irréversiblement l'image de l'homme que je croyais connaître. Les premières petites humiliations ne se sont pas présentées comme des trahisons. Elles étaient trop discrètes pour cela. Elles se glissaient dans les replis du quotidien, là où l'on ne regarde plus vraiment, là où l'on croit que l'amour suffit à tout excuser. Elles prenaient souvent la forme de phrases dites à la légère. Quand je demandais, timidement, s'il était possible d'organiser quelque chose le jour où il partait, il répondait que je savais bien que ce n'était pas négociable. Il le disait sans agressivité, presque avec un sourire, comme une évidence que je devais intégrer. Et moi, je m'excusais presque d'avoir demandé. Il y avait aussi ces moments où je tentais d'en savoir un peu plus. Pas tout, juste un détail, un lieu, un prétexte précis. Il soupirait alors, doucement, comme si ma curiosité était une fatigue supplémentaire. Il me disait que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas, que je ne comprenais pas son besoin d'espace, que j'étais trop inquiète, trop dans le contrôle. Ces mots-là faisaient leur travail. Ils me renvoyaient l'image d'une femme excessive, anxieuse, incapable de lâcher prise. Peu à peu, j'ai commencé à douter de mes propres perceptions. Mais je me demandais si je n'exagérais pas. Si, après tant d'années de mariage, il n'était pas normal de laisser l'autre respirer. Je me suis convaincue que poser des questions revenait à fragiliser ce foie que nous avions construit. Quand il revenait de ses absences, il était souvent de bonne humeur, presque léger. Il racontait des anecdotes sans importance, parlait de fatigue envolée, de tête plus claire. Et moi, j'étais là, à l'écouter, avec cette sensation étrange d'être restée sur le seuil, pendant qu'il vivait autre chose. Je souriais, je faisais semblant de partager cette légèreté, mais au fond, quelque chose se tassait. Les humiliations prenaient parfois une forme plus subtile encore, devant les autres. Lors de repas de famille, quelqu'un faisait une remarque sur ses déplacements fréquents. Il répondait en plaisantant que j'étais bien contente d'avoir la maison pour moi. Tout le monde riait. Je riais aussi. Personne ne voyait que cette plaisanterie me désignait comme celle qui accepte, ou qui se satisfait de peu, qui ne pose pas de conditions. Il m'arrivait de sentir une pointe de jalousie, mais ce n'était pas celle que l'on imagine. Ce n'était pas la peur d'une autre femme. C'était la jalousie d'un temps qui ne m'était jamais accordé, d'un espace auquel je n'avais pas accès. J'étais jalouse de ce que je ne connaissais pas de quelqu'un en particulier. Peu à peu, j'ai commencé à organiser ma vie autour de ses absences. Je prévoyais les courses, les repas, les visites en fonction de ces jours-là, comme si son départ était une donnée fixe, indiscutable. Comme si c'était à moi de m'adapter. Cette adaptation constante me donnait parfois l'impression d'être efficace, forte, indépendante. Mais derrière cette façade, il y avait une renonciation silencieuse. Je me souviens d'un soir précis, il s'apprêtait à partir, comme chaque semaine.
Je lui ai demandé, presque en plaisantant, s'il ne pouvait pas rester cette fois assis. Il m'a regardé longuement, puis il a dit que je savais très bien que ce n'était pas possible. Son ton n'était ni dur ni méchant, il était définitif. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine, une honte sourde. J'avais osé demander. J'avais franchi une limite invisible. Cette honte-là a été l'une des plus grandes humiliations. Elle ne venait pas de lui directement. Elle venait de ce que j'avais intégré. L'idée que mes besoins étaient secondaires. Que mon désir de partage était une faiblesse. Que l'amour, le vrai, consistait à ne rien réclamer. Avec le temps, je me suis tue. Vraiment, je ne posais plus de questions. Je ne faisais plus de remarques. J'appelais cela la maturité. Je disais aux autres que nous avions trouvé notre équilibre. En réalité, cet équilibre reposait sur une chose simple. Son droit à disparaître et mon devoir de ne pas voir. Ces petites humiliations, répétées semaine après semaine, avaient fini par me réduire intérieurement. Pas au point de m'anéantir. Juste assez pour que je doute de moi. Juste assez pour que je préfère le silence à l'inconfort. Juste assez pour que sa liberté paraisse normale et ma curiosité déplacée. Je ne le savais pas encore, mais ces humiliations feutrées préparaient le terrain. Elles rendaient acceptable l'inacceptable. Elles transformaient l'absence en habitude, le secret en droit acquis. Elles m'habituaient à l'idée que certaines parties de sa vie m'étaient interdites. Ce jour, Allah, n'était pas encore arrivé. Celui où tout deviendrait clair. Mais déjà, quelque chose en moi résistait faiblement, comme une voix lointaine qui refuse de s'éteindre. Et cette voix murmurait une chose simple, que je n'osais pas encore entendre pleinement. On ne construit pas un couple sur des disparitions organisées. La goutte d'eau n'est pas arrivée sous la forme d'une scène spectaculaire. Elle s'est imposée un matin banal, presque insignifiant, ce qui l'a rendue d'autant plus violente. Ce jour-là, je n'avais rien cherché. Je n'étais pas dans la suspicion active. J'étais simplement fatiguée. Fatiguée de ces absences répétées. Fatiguée de ce flou permanent que je portais seule. Je rangeais un placard, celui où s'entassent les objets que l'on n'utilise plus vraiment, mais que l'on garde par habitude. Une vieille sacoche est tombée. La sienne. Je ne l'avais jamais ouverte. Pas par respect, mais parce que je n'en voyais pas l'utilité. Elle s'est ouverte au sol, brutalement, comme si elle avait attendu ce moment. À l'intérieur, il n'y avait rien de spectaculaire. Pas de lettres enflammées. Pas de photos compromettantes. Il y avait mieux que cela. Il y avait de la régularité. Des reçus, des tickets, des notes griffonnées. Toujours les mêmes jours, toujours les mêmes lieux, toujours en dehors de ce qu'il m'avait raconté pendant des années. Je me suis assise par terre. J'ai aligné les papiers. J'ai comparé les dates avec celles de ses absences. Tout coïncidait, trop parfaitement pour être un hasard. Il n'était pas en train de se perdre. Il suivait un emploi du temps, une organisation précise, répétée, presque professionnelle. Ce qui m'a le plus bouleversée, ce n'est pas ce que j'ai compris immédiatement. C'est ce que j'ai compris ensuite. Ce n'était pas seulement une double vie affective, comme on pourrait l'imaginer. C'était une double existence, structurée, des lieux réservés, des habitudes fixes, une autre réalité stable, pensée pour durer. Et moi, j'étais restée à l'extérieur, semaine après semaine, sans jamais être invitée à poser la moindre question. Je me suis relevée lentement. Je n'étais pas en colère. J'étais glacée. J'avais l'impression que quelque chose s'effondrait à l'intérieur de moi, mais sans bruit. Je revoyais toutes ces fois où il m'avait dit que je compliquais tout. Toutes ces fois où il avait transformé mes questions en défauts de caractère. Tout cela prenait soudain un sens limpide. Il ne voulait pas de questions. Parce qu'il avait trop à cacher. Quand il est rentré ce soir-là, je n'ai rien dit. Pas encore. Je l'ai regardé différemment. Comme on regarde quelqu'un que l'on croyait connaître, et dont le visage, soudain, ne correspond plus à la mémoire que l'on en a. Il parlait de sa journée, calmement. Il me demandait si tout allait bien. Et moi, je comprenais que cette normalité était une mise en scène, parfaitement rodée. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Pas parce que je pleurais. Parce que je pensais. Je repassais mentalement les années écoulées. Les absences justifiées par la fatigue. Les silences expliqués par le besoin de calme. Je voyais clairement ce que je refusais d'admettre jusque-là. Ces disparitions n'étaient pas une fuite. Elles étaient un choix. Un choix répété. Un choix organisé.
Ce qui m'a le plus fait mal, ce n'est pas l'idée qu'il avait une autre vie. C'est l'idée qu'il m'avait construite, consciemment ou non, comme une femme à qui l'on ne doit rien expliquer. Une femme qui s'adapte. Une femme qui attend. Une femme qui croit que l'amour consiste à supporter l'inconfort en silence. Au petit matin, je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une femme marquée, fatiguée, mais surtout lucide. Pour la première fois, je n'ai pas cherché d'excuses à son comportement. Je n'ai pas tenté de me rassurer. J'ai accepté la réalité telle qu'elle se présentait, froide, nette, irréfutable. Ce que j'avais découvert dépassait largement une trahison intime. C'était une mise à l'écart méthodique, une façon de me maintenir dans l'ignorance pour préserver son confort. Et cette prise de conscience a déplacé quelque chose de fondamental en moi. Je n'étais plus seulement blessée. J'étais déterminée à ne plus être tenue à distance de ma propre vie. Je n'avais pas encore décidé de ce que j'allais faire. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je ne pourrais plus jamais accepter ces disparitions comme une simple habitude. Elles venaient de perdre leur innocence. Elles avaient désormais un visage, une structure, une intention. Et ce jour-là, sans éclat, sans confrontation, j'ai compris que le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que l'on découvre trop tard. C'est celui que l'on a appris à normaliser pendant des années. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été étrangement silencieux. Pas un silence vide, mais un silence chargé, presque dense, comme l'air avant un orage. Je continuais à vivre, à préparer les repas, à répondre aux messages, ni à sourire quand il le fallait. Mais à l'intérieur, quelque chose avait cessé de bouger. Je n'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'analyse. Je n'ai parlé à personne, ni aux enfants, ni à une amie. J'avais besoin que cette vérité reste intacte, brute, sans être diluée par des avis extérieurs. Je savais trop bien ce que l'on m'aurait dit. Fais attention. Tu interprètes peut-être, ne va pas trop vite. Pense à tout ce que vous avez construit. Ces phrases-là, je les connaissais par cœur. Elles avaient longtemps servi à maintenir les choses en place, même quand elles devenaient intenables. Je me suis mise à repenser à toutes ces absences sous un angle nouveau. Chaque départ prenait un autre sens. Chaque retour, aussi. Je revoyais son calme, sa disponibilité retrouvée, cette impression qu'il revenait toujours léger, presque soulagé. À l'époque, j'y voyais la preuve que ces escapades lui faisaient du bien. Aujourd'hui, je comprenais qu'elles lui permettaient surtout d'être quelqu'un d'autre, ailleurs, sans moi. Cette prise de conscience ne m'a pas brisée. Elle m'a recentrée. Pour la première fois depuis longtemps, je n'essayais plus de comprendre pour excuser. Je comprenais pour décider. La différence est immense. Comprendre pour excuser maintient dans l'immobilité. Comprendre pour décider ouvre une porte, même étroite. Je me suis posé des questions simples, presque brutales. Depuis quand savait Aïl exactement ce qu'il faisait? Depuis quand organisait Aïl ses disparitions avec une telle régularité? Et surtout, depuis quand avait Aïl décidé que je n'avais pas à savoir? Ces questions ne cherchaient plus de réponse immédiate. Elles dessinaient un constat. Je n'avais jamais été incluse dans cette partie essentielle de sa vie. Je ressentais parfois une vague de tristesse, mais elle ne durait pas. Elle était vite remplacée par une lucidité ferme. Je me rendais compte que ce qui me faisait le plus mal n'était pas la trahison elle-même, mais le mépris tranquille avec lequel elle avait été rendue possible. Le fait qu'il est considéré naturel de disparaître, et anormal que je demande des explications. J'ai noté mentalement chaque détail, les dates, les horaires, les lieux mentionnés dans ces reçus. Non par obsession, mais par besoin de cohérence. J'avais passé trop d'années à vivre dans le flou. Désormais, je voulais du clair. Ce travail intérieur me demandait de l'énergie. Mais c'était une énergie différente de celle que j'avais dépensée autrefois. Elle ne servait plus à m'adapter. Elle servait à me replacer. Je me suis aussi observée avec une attention nouvelle. Ma façon de parler plus lentement. De choisir mes mots. De ne plus anticiper ses réactions. J'avais cessé de marcher sur des œufs sans même m'en rendre compte. Ce simple changement intérieur avait un effet apaisant. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. Comme si mon corps comprenait avant moi que quelque chose venait de s'aligner. Il m'arrivait de le regarder et de me demander s'il percevait ce déplacement. Il continuait à parler normalement, à préparer ses départs, à évoquer ses besoins de calme.
Mais je sentais une légère tension nouvelle. Peut-être une intuition. Peut-être rien. Je n'avais plus besoin de le deviner. Ce temps-là était révolu. Je me suis demandé ce que je voulais vraiment. Pas ce que je devais faire. Pas ce que l'on attendait de moi. Ce que je voulais, moi, à cet âge, après tant d'années d'ajustement. La réponse est venue simplement, sans grands discours intérieurs. Je voulais reprendre ma place. Pas me venger. Pas humilier. Juste exister sans être tenu à l'écart. Cette introspection m'a mené à une certitude calme. Je ne pouvais plus continuer à vivre avec des absences organisées comme si elles étaient normales. Même si je ne savais pas encore comment agir. Je savais que l'inaction n'était plus une option. Le silence que j'avais gardé pendant des années n'était plus possible sous cette forme-là. Je ne savais pas encore quelle démarche j'allais entreprendre, ni à qui j'allais parler en premier. Mais je sentais clairement que quelque chose s'était refermé en moi. La période où je doutais de ma légitimité a posé des questions. Cette phase n'était pas encore celle de l'action. C'était celle de l'acceptation. L'acceptation que ce que j'avais découvert ne disparaîtrait pas. L'acceptation que mon regard avait changé à jamais. L'acceptation que, désormais, je ne pourrais plus faire semblant. Et dans cette acceptation silencieuse, presque austère, je me préparais, sans encore le formuler, à faire ce que je n'avais jamais fait auparavant, agir non pas par réaction, mais par respect pour moi-même. La décision d'agir ne s'est pas imposée comme un cri. Elle est née d'un calme nouveau, presque austère. Après l'acceptation, il y a ce moment où l'on cesse de tourner autour de la vérité et où l'on commence à l'organiser. Je n'étais plus dans l'émotion, j'étais dans la préparation. Je n'ai pas confronté mon mari. Pas encore. Je savais trop bien comment il fonctionnait. Les explications enveloppantes, les demi-vérités, la fatigue feinte, la manière subtile de déplacer le centre de gravité jusqu'à ce que je doute à nouveau. Je n'avais pas besoin de paroles. J'avais besoin de cadres. J'ai commencé par rassembler ce qui existait déjà. Les papiers, les relevés, les contrats, les correspondances anciennes. Tout ce qui, au fil des années, avait été rangé sans méthode précise parce que je n'avais jamais pensé en avoir réellement besoin. Je classais, je datais, je reliais. Chaque document prenait place dans une chronologie qui, peu à peu, devenait lisible. Les absences, les dépenses, les incohérences. Rien n'était spectaculaire. Tout était cohérent. Je me suis ensuite renseignée, discrètement, sans alerter. J'ai lu, comparé, appris. Je découvrais un univers que j'avais longtemps cru réservé aux autres, à ceux qui savent, à ceux qui décident. En réalité, il ne demandait qu'une chose, de la rigueur. Et cette rigueur-là, je pouvais l'assumer. Je comprenais désormais que l'ignorance n'avait jamais été une fatalité, mais une habitude entretenue. Le premier rendez-vous a été déterminant. J'y suis allée seule. J'avais besoin que ma parole ne soit pas parasitée par l'histoire conjugale, par la peur de trahir, par l'envie d'expliquer trop. J'ai exposé les faits, simplement. Les absences régulières, les documents trouvés, les dépenses associées, les zones d'ombre persistantes. On m'a écouté sans me juger. On m'a posé des questions précises. On ne cherchait pas à me rassurer. On cherchait à comprendre. Mais on m'a expliqué ce qui relevait de la vie privée, ce qui engageait des responsabilités, ce qui pouvait être clarifié, contesté, protégé. Surtout, on m'a dit que je n'étais pas obligée d'accepter ce qui m'avait été imposé par le silence. Cette phrase a eu un effet immédiat. Elle a déplacé quelque chose de profond. Je n'étais pas en retard. Je n'étais pas démunie. J'avais encore des choix. À partir de là, j'ai agi pas à pas. J'ai ouvert un espace distinct pour ce qui devait l'être. J'ai sécurisé ce qui me concernait directement. J'ai demandé des explications écrites, des confirmations claires. Je n'ai rien signé dans la précipitation. Chaque tentative d'accélération rencontrait la même réponse, calme et ferme, j'ai besoin de temps. Ce temps, je me l'accordais enfin. La vie commune continuait, en surface. Il parlait de ses projets, de ses départs à venir, de ses besoins de calme. Mais quelque chose avait changé. Il sentait, sans pouvoir encore le nommer, que le terrain n'était plus le même. Mes réponses étaient plus courtes, mes silences plus solides. Je ne comblais plus. Je ne justifiais plus. Il a tenté, à plusieurs reprises,
de reprendre la main, par des phrases rassurantes, par des rappels au passé, par des allusions à tout ce que nous avions traversé. Je l'écoutais sans me laisser entraîner. Je ne niais pas l'histoire. Je refusais simplement qu'elle serve à justifier l'opacité présente. Cette distinction faisait toute la différence. Chaque démarche accomplie me rendait un peu plus stable. Pas euphorique, stable. Je dormais mieux. Je marchais plus droit. Mon corps semblait comprendre, avant même que je mette des mots définitifs sur ce que je faisais. Je n'étais plus en train de subir une situation. Je la reconfigurais. Un soir, j'ai rangé tous les documents dans un classeur neuf. Je les posais sur une étagère visible. Pas cachée, pas exhibée. Juste là, comme un repère. Ce classeur symbolisait ce que je construisais, en silence. Une structure qui ne dépendait plus de ses absences, de ses explications, de ses retours. Je savais que le moment viendrait où il faudrait parler. Où les questions surgiraient. Où les masques tomberaient. Mais je savais aussi que l'essentiel était déjà fait. Ce qui devait être protégé l'était. Ce qui devait être clarifié était en cours. Le reste serait une conversation, pas une reddition. Cette préparation n'était pas une vengeance. C'était une mise à niveau. Pendant des années, j'avais vécu avec des disparitions organisées. Aujourd'hui, j'organisais ma propre présence. Et cette présence alla, calme, méthodique, irréversible, allait bientôt rendre impossible le retour au mensonge confortable que j'avais trop longtemps appelé normal. La confrontation n'a pas éclaté comme une tempête. Elle est arrivée un soir où rien ne semblait l'annoncer. Il préparait son sac, méthodiquement, comme chaque semaine. Les mêmes gestes, la même précision. Je l'observais sans colère, sans hâte. J'attendais le moment juste, celui où je n'aurais plus besoin de me défendre pour parler. Quand il a fermé la fermeture éclair, j'ai posé ma main sur le sac. Pas pour l'empêcher de partir. Pour suspendre le mouvement. Il a levé les yeux, surpris, puis agacé. Je n'ai pas retiré ma main. J'ai dit que nous devions parler. Pas longtemps. Pas pour régler, pour poser. Il a commencé par soupirer, ce soupir que je connaissais si bien, celui qui signifiait déjà que la discussion lui pesait. Il a dit qu'il était fatigué, que ce n'était pas le moment, qu'on verrait plus tard. Je lui ai répondu calmement, que plus tard durait depuis des années. Et que cette fois, je ne déplacerais pas la conversation pour lui faciliter la sortie. Il a posé le sac. Lentement. Ce geste à l'âme m'a confirmé que quelque chose avait changé. Il ne dominait plus la scène. Il entrait dans un espace qu'il ne contrôlait pas entièrement. Allégé, je n'ai pas parlé d'amour. Je n'ai pas parlé de fidélité. Je n'ai pas parlé de ce que j'imaginais. J'ai parlé de faits. Des absences régulières. Des dates. Des lieux. Des dépenses. Des documents. Je les ai nommés sans trembler. Je n'ai pas accusé. J'ai décrit. Cette précision l'a désarmé plus sûrement que n'importe quel reproche. Il a tenté de nier. Pas frontalement. Par des demi-vérités. Il parlait de repos, de solitude, de besoin vital. Il a dit que je dramatisais, que je faisais des liens là où il n'y en avait pas. Je l'ai laissé finir. Puis je lui ai dit que le besoin de solitude n'exige pas le secret, que le repos n'a pas besoin d'un emploi du temps caché, et que l'habitude n'efface pas la responsabilité. Son visage s'est fermé. Il a changé de stratégie. Il a parlé de notre histoire, de tout ce que nous avions traversé, des sacrifices consentis. Il a évoqué les enfants. Il cherchait à élargir le cadre, à noyer la question précise, dans un récit global. J'ai refusé ce glissement. Je lui ai dit que l'histoire ne donne pas le droit de se soustraire à la transparence présente. Que la durée n'autorise pas l'opacité. Il s'est levé, a fait quelques pas. S'est rassis. Il comprenait que je ne reculais plus. Il a alors lâché quelques fragments de vérité, comme on jette des miettes pour calmer une faim. Des explications partielles. Des justifications techniques. Rien de suffisamment complet pour rétablir la confiance. Juste assez pour tester si je me contenterais de peu. Je ne me suis pas contentée. Je lui ai dit que je savais désormais. Pas tout. Mais assez pour ne plus accepter le flot. Que ce qui avait été construit sur mon ignorance ne pouvait pas continuer à disparaître. Et que, quoi qu'il décide de faire de son temps, je déciderais désormais de ma place. Il a parlé de compromis. De nouvelles règles. De transparence à venir. J'ai écouté.
Puis j'ai dit que la transparence ne se promet pas après coup. Elle se pratique. Et que, pour l'instant, ce qui comptait, c'était ce que je faisais moi, protéger mon espace, ma dignité, ma capacité à choisir. Le silence qui a suivi n'était pas hostile. Il était lourd, dense, chargé de tout ce qui n'avait jamais été dit. Pour la première fois, ce silence ne m'écrasait pas. Je n'avais pas besoin de le remplir. Je savais que la décision était prise, en moi, indépendamment de ses réponses. Il a finalement dit qu'il avait besoin de temps. J'ai acquiescé. Le temps ne me faisait plus peur. Je lui ai dit que, de mon côté, certaines choses étaient déjà décidées. Que je ne participerais plus à un arrangement qui exige mon aveuglement. Que mes choix à venir se feraient sans précipitation, mais sans recul. Quand il a repris son sac, je ne l'ai pas retenu. Je n'en avais plus besoin. La porte s'est refermée comme tant d'autres fois. Mais cette fois, elle ne me laissait pas derrière. Elle fermait sur une scène ancienne. Celle où je me taisais pour préserver une paix qui ne m'incluait pas. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Je n'étais pas soulagée. J'étais claire. Cette clarté-là ne dépendait plus de ce qu'il ferait ensuite. Elle m'appartenait. Ce soir-là, je n'ai pas gagné une bataille. J'ai mis fin à une confusion. Et dans ce calme nouveau, ferme et irréversible, j'ai compris que la confrontation la plus décisive n'est pas celle que l'on gagne contre l'autre, mais celle où l'on cesse enfin de se perdre soi à même. Les conséquences ont commencé à se déployer sans bruit, comme une mécanique longtemps retenue qui se remet en marche. Rien n'a explosé. Rien n'a été annoncé officiellement. Et pourtant, tout s'est mis à bouger. Il est revenu plus tard que d'habitude, cette nuit-là. Pas plus bruyant, pas plus discret, simplement différent. Je l'ai senti dès qu'il a franchi le seuil. Une vigilance nouvelle, presque nerveuse. Il ne parlait pas beaucoup. Moi non plus. Ce silence-là n'était plus celui que je subissais autrefois. Il était partagé, mais pas égal. Il était chargé de conséquences. Les jours suivants, il a tenté de reprendre pied, de ramener les choses à une normalité qu'il connaissait bien. Des phrases anodines, des projets évoqués, des habitudes proposées. Comme si rien n'avait vraiment été dit. Comme si la conversation de l'autre soir avait été une parenthèse. J'ai compris alors que, pour lui, la stratégie consistait à attendre que je me lasse. Que je revienne à ma place habituelle, celle qui absorbe, qui pardonne, qui s'adapte. Je ne suis pas revenue. Je continuais à agir calmement, mais différemment. Je ne demandais plus d'explications. Je posais des cadres. Quand il évoquait ses départs, je ne commentais pas. Je notais. Quand il parlait de projets communs, je demandais des précisions écrites. Ce simple déplacement le déstabilisait plus que n'importe quelle colère. Il n'était plus face à une femme blessée. Il était face à une femme organisée. Plus, les enfants ont senti le changement, pas parce que je leur ai parlé, parce que l'atmosphère avait changé. Les conversations étaient plus sobres. Moins de plaisanteries, moins de détours. Mon fils a essayé, comme toujours, de comprendre sans prendre position. Il parlait d'apaisement, de patience, de compromis. Je l'ai écouté. Puis je lui ai dit que le compromis suppose que les deux parties aient accès aux mêmes informations. Il n'a pas su quoi répondre. Et pour la première fois, il ne m'a pas demandé de faire un pas de plus. Ma fille, elle, observait. Elle posait peu de questions, mais elles étaient précises. Elle me demandait si je dormais mieux, si je mangeais correctement, si je me sentais soutenue. Ces questions-là m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru. Elle ne cherchait pas à réparer. Elle reconnaissait. Et parfois, être reconnu suffit à tenir. Dans la famille élargie, les rumeurs ont commencé à circuler. On parlait de crise tardive, de lassitude, de susceptibilité. On disait que je changeais, que je devenais rigide. J'entendais ces mots sans qu'ils m'atteignent vraiment. J'avais cessé de vouloir être comprise par tous. Je savais désormais que la clarté intérieure n'est pas compatible avec l'approbation générale. À la maison, les espaces se redessinaient. Certains objets devenaient soudain étrangers. D'autres reprenaient une importance inattendue. Je me rendais compte que j'avais longtemps vécu dans un lieu que je gérais, sans l'habiter, vraiment. Aujourd'hui, je commençais à m'y tenir autrement. Pas en conquérante. En propriétaire de mon espace intérieur.
Il y a eu des tentatives de discussion tardives, des moments où il cherchait à revenir sur ce qui avait été dit, à reformuler, à atténuer. Je restais ferme, sans dureté. Je répétais que je n'acceptais plus les zones d'ombre, que je n'étais pas en quête de promesses, mais de faits, que ce qui avait été construit sur le secret devait désormais se confronter à la lumière. Cette position avait un coût. La solitude se faisait plus présente, les soirées étaient plus longues, les silences plus lourds parfois. Mais cette solitude n'avait plus la même saveur. Elle ne me dévalorisait pas. Elle me protégeait. Elle m'évitait de retomber dans l'arrangement confortable qui m'avait si longtemps effacé. Je sentais aussi quelque chose de nouveau en moi. Une respiration plus ample. Une parole plus juste. Je ne cherchais plus à anticiper ses réactions. Je ne modulais plus mes phrases pour éviter les tensions. Cette liberté intérieure était fragile, mais réelle. Elle me confirmait que je n'avais pas agi trop tard. J'avais agi quand j'étais prête. Peu à peu, les masques ont commencé à tomber. Pas de révélations spectaculaires, mais des incohérences de plus en plus visibles. Des justifications qui se contredisaient. Des silences trop précis. Je n'avais plus besoin de creuser. La structure se fissurait d'elle-même. Quand un système repose sur l'ignorance de l'autre, il ne supporte pas longtemps la vigilance. Je regardais cette vie commune se transformer sans chercher à la sauver à tout prix. Ce qui devait tenir tiendrait. Ce qui devait s'effondrer s'effondrerait. Je n'étais plus responsable de l'équilibre global. Je l'étais seulement de ma place. Ce que je vivais alors n'était pas une victoire. C'était une transition. Une traversée inconfortable, parfois douloureuse, mais nécessaire. Car ce qui se désagrégeait autour de moi n'était pas une unité réelle, mais une construction bâtie sur mes silences. Et dans cette lente désagrégation, je découvrais une force nouvelle, celle de rester debout quand tout invite à se taire à nouveau. Un mot, le départ n'a pas été théâtral. Il n'y a pas eu de valise jetée, pas de phrase définitive. J'ai quitté la maison comme on ferme une porte intérieure, avec une lenteur décidée. Je savais que rester encore, dans cette configuration-là, me coûterait plus que partir. Je n'ai pas fui. J'ai choisi un pas de côté. J'ai pris le temps de chercher un lieu qui ne serait ni une cachette, ni une revanche. Je ne voulais pas d'un endroit où me consoler, mais d'un endroit où me tenir droite. Quand je l'ai trouvé, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Ce n'était pas grand. C'était clair. Et surtout, c'était silencieux sans être vide. Un silence qui ne demandait rien. Les premiers jours, je me suis déplacée avec précaution, comme si mon corps devait apprendre une nouvelle géographie. Chaque objet posé était une décision. Chaque tasse rangée, un acte minuscule de souveraineté. Je découvrais une fatigue différente, pas celle de l'adaptation permanente, mais celle de l'installation. Elle avait une saveur douce, presque réparatrice. Je n'ai pas annoncé mon départ à tout le monde. J'ai informé. Simplement. Sans justification. Les réactions ont été contrastées. Certains ont parlé de courage tardif. D'autres de rupture inutile. Je les ai laissés dire. J'avais cessé d'attendre l'adhésion. Je savais que ce choix n'était pas destiné à être applaudi, mais à être tenu. Ma fille est venue la première. Elle a regardé l'espace, s'est assise, a pris un verre d'eau. Elle n'a pas posé de grandes questions. Elle m'a demandé si je me sentais mieux. Ouais, j'ai répondu oui, sans emphase. Elle a hoché la tête. Ce geste-là, discret, m'a soutenu plus que de longs discours. Je sentais chez elle une vigilance nouvelle, peut-être la reconnaissance d'un schéma qu'elle n'avait pas encore nommé. Mon fils est venu plus tard. Il parlait de rééquilibrage, de temps nécessaire, de solutions à envisager. Je l'ai écouté. Puis je lui ai dit que, pour moi, l'équilibre ne pouvait plus reposer sur l'opacité. Que je n'étais pas en colère, mais décidée. Il est resté silencieux un instant. Je crois que, pour la première fois, il a compris que je ne reviendrais pas en arrière pour préserver une apparence. Quant à mon mari, il oscillait entre messages pratiques et tentatives d'apaisement. Il proposait de nouvelles règles, de nouvelles promesses. Je répondais quand c'était nécessaire. Jamais, dans l'urgence. Je ne cherchais plus à convaincre. Je constatais. La distance avait clarifié ce que la proximité avait brouillé. Les mots perdaient leur pouvoir quand ils n'étaient pas suivis d'actes. Je me suis surprise à retrouver des gestes oubliés. Lire longtemps. Marcher sans but. Préparer un repas simple sans anticiper les goûts de quelqu'un d'autre.
Ces choses-là, que je croyais banales, me rendaient une énergie que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je ne me sentais pas euphorique. Je me sentais alignée. Il y avait encore des soirs de mélancolie. Des souvenirs surgissaient sans prévenir. Des images d'un passé que j'avais cru partager. Je les accueillais sans les enjoliver. Je comprenais que ce que je quittais n'était pas seulement un homme, mais une version de moi, à même construite autour de ses absences. Cette compréhension-là apaisait la douleur. Là, je commençais aussi à tisser des liens nouveaux, simples, sans histoire à porter. Des conversations légères, sans justification préalable. Elles ne remplaçaient rien. Elles ouvraient. Je réalisais que je n'étais pas exigeante, ni difficile. J'avais simplement été trop longtemps contrainte à me taire pour que les choses tiennent. Un matin, en classant quelques papiers, je suis tombée sur une note ancienne, où j'avais écrit, des années plus tôt, que je voulais comprendre, un jour. Je l'ai relue longtemps. J'ai souri. Pas par ironie, par reconnaissance. Cette femme-là n'avait pas disparu. Elle avait attendu. Ce départ n'était pas une fin, c'était une respiration. Je ne savais pas encore ce que l'avenir me réserverait. Je savais seulement que je n'étais plus prête à vivre dans l'ombre d'absence organisée. Et dans cette vie nouvelle, encore fragile mais honnête, je sentais que je me rapprochais de l'essentiel. Une paix qui ne dépend plus du silence imposé, mais d'un choix assumé. Il y a des vérités qui ne font pas de bruit quand elles s'installent. Elles ne frappent pas. Elles ne réclament pas d'applaudissements. Elles s'imposent doucement, comme une respiration retrouvée après une longue apnée. C'est ainsi que cette dernière étape est arrivée dans ma vie. Sans annonce. Sans drame. Avec une clarté presque paisible. Je me suis réveillée un matin, et j'ai compris que je ne cherchais plus à savoir tout ce qu'il avait caché. Cette curiosité-là, autrefois brûlante, s'était éteinte d'elle, à même. Non pas résignation, mais parce qu'elle n'avait plus de pouvoir sur moi. Ce qui comptait désormais n'était pas le détail de ses absences, mais le fait que je n'étais plus absente de ma propre vie. Pendant des années, j'avais cru que comprendre me sauverait. Que mettre des mots sur ces disparitions m'apporterait une forme de réparation. Aujourd'hui, je savais que certaines explications n'apportent rien de plus que ce que l'on a déjà ressenti. Le corps sait avant l'esprit. Et mon corps savait depuis longtemps que quelque chose n'était pas juste. Je repensais à cette femme que j'avais été, semaine après semaine, regardant une porte se refermer, sans oser la retenir. Cette femme n'était pas faible. Elle était loyale, patiente, profondément attachée à l'idée que l'amour se prouve par l'endurance. Je ne la jugeais plus. Je la remerciais. Elle avait tenu assez longtemps pour que je puisse, un jour, me relever autrement. Mon mari faisait désormais partie de mon passé proche, mais il n'occupait plus le centre de mon récit. Il restait un homme avec ses zones d'ombre, ses choix, ses silences. Je n'avais plus besoin de les éclairer. J'avais cessé d'espérer une confession qui justifierait tout. Ce détachement n'était pas une vengeance. C'était une libération intérieure. Avec mes enfants, quelque chose s'était réajusté. Ils me regardaient autrement. Pas comme une femme abandonnée, mais comme une femme qui a posé une limite claire. Je sentais chez eux une forme de respect nouveau, discret, parfois maladroit. Je n'avais pas cherché à leur donner des leçons. J'avais simplement montré, par mes actes, qu'il est possible de dire stop sans hurler, de partir sans détruire. Je pensais souvent aux femmes de ma génération, à celles qui vivent encore avec des absences, des silences, des zones interdites qu'elles appellent normalité. À celles qui se demandent si elles exagèrent, si elles ne demandent pas trop. J'aurais voulu leur dire que poser une question n'est jamais une faute, que demander la vérité n'est pas une attaque, et que le respect commence là où l'on cesse de se taire, par peur de perdre. Je n'avais pas reconstruit ma vie sur un grand projet, je l'avais reconstruite sur des gestes simples. Choisir mes horaires, décider de mes silences, accueillir mes émotions, sans les corriger. Cette simplicité était devenue ma force. Elle me protégeait mieux que toutes les certitudes que j'avais autrefois empruntées. Il m'arrivait encore de ressentir une pointe de tristesse. Pas pour l'homme, pour le temps. Pour les années passées à attendre sans comprendre. Cette tristesse ne me paralysait plus. Elle passait, comme passent les vagues quand on ne lutte plus contre elles. J'avais appris que l'on peut porter un regret, sans s'y noyer. Un soir, assise près de la fenêtre, j'ai observé la lumière tomber sur la rue.
J'ai pensé à tout ce que j'avais cru normal pendant trop longtemps. Et j'ai souri. Pas d'ironie. De soulagement. Je n'avais pas compris trop tard. J'avais compris au moment où j'étais capable d'agir sans me trahir. Mon mari disparaissait chaque semaine. J'ai compris trop tard pourquoi, peut-être. Mais j'ai compris à temps une chose bien plus essentielle. Je n'avais pas à disparaître avec lui. Je n'ai pas gagné contre un homme. Je n'ai pas perdu un mariage. J'ai retrouvé une présence. Et aujourd'hui, si je regarde le chemin parcouru, je sais que ce qui m'a sauvé n'a pas été un cri, ni une révélation spectaculaire. Cela était un choix silencieux, ferme, irrévocable. Car j'ai appris, enfin, que le silence peut aussi être une forme de justice.